Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech. Le vendredi, vous le savez, est consacré en partie à un invité. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur lui? Eh bien qu'on a tremblé en le voyant réaliser le record de saut dans le vide, s'élançant en roller sur une rampe accrochée au niveau du premier étage de la Tour Eiffel. Et puis qu'il nous impressionne encore avec son triple titre de champion du monde de roller sur rampe. Aujourd'hui, je reçois donc un recordman de l'extrême qui assure désormais la présidence de 2 entreprises tech en même temps. Il nous parlera de cet appétit qu'il a pour les défis qui semblent impossibles. Il partagera aussi ses techniques issues de l'école de la vie, ses techniques bien à lui pour lever des fonds ou encore garder le manche quoi qu'il arrive. Et tout ça avec un goût du risque qui, je dois dire, fait rêver alors que nous vivons sous cloche depuis 1 an. Ce sera la grande interview de Ty Chris, président de On-Off Télécom et fondateur du réseau social Album. Mais avant, nous allons débriefer de quelques actus qui appellent à commentaires, notamment les ratés des ENT, ces espaces de travail pour les élèves, ou encore un mouvement de recul des banques face aux crypto-actifs. J'ai convié pour cela le passionné des nouveaux médias et d'éducation, Jacques Rosselin, directeur de l'EFJ, et un expert des problématiques crypto, directeur de la practice banque et finance de Thémis Conseil, Frédéric Poulmar. Bonjour messieurs, Bonjour. Ça va être à vous, place au débrief. Encore beaucoup d'actu à la une cette semaine, les choix ont été difficiles. Alors j'en ai traité certaines les jours précédents en plateau, d'autres seront encore approfondies lundi. Je vous annonce par exemple que l'alerte cyber sera consacrée au décryptage de la gigantesque fuite de données de Facebook. Aujourd'hui, avec mes commentateurs, nous allons nous concentrer sur 5 news qui nous ont fait réagir. J'espère qu'on aura le temps de toutes les traiter. On commence, Jacques Rosselin, avec ce grand raté des ENT dès la première heure de la reprise de l'école à la maison et puis cette mystérieuse attaque qui aurait planté le site du CNED, qui s'appelle d'ailleurs Ma classe à la maison. Comment vous réagissez face à cette actu, vous, directeur d'école ? D'abord, nous, notre école, l'EFJ, on n'a aucun problème, hein, parce qu'on a nos ENT à nous, hein, j'allais dire. Donc, et puis, on a beaucoup moins d'étudiants que l'éducation nationale. Donc, ça, on doit quand même... parce qu'on parle quand même de plus de 12 millions d'élèves qui ont dû se connecter voilà, mais... tous en même temps à 8h du matin, 8h30. Oui, mais ça veut dire, c'est une illustration quand même intéressante du fait que on gère pas un pays comme une start-up. On n'est pas la start-up nation dont on nous parle sans arrêt. C'est pas une entreprise, un pays. C'est compliqué. Là, on est vraiment au cœur d'un débat qui date pas du tout de cette crise. C'est-à-dire que les ENT, en fait, le problème date d'il y a bien longtemps. Et Blanquer, donc, est pas totalement en faute sur cette affaire. Il ne fait que, en fait, récolter les mauvais fruits de quelque chose qui a été, je dirais, mal planté. Donc là, ce qui est mal passé quand même, c'est les explications qu'il a données. Alors oui, il y a eu une petite pique d'ailleurs pour OVH en disant oui, alors l'effet incendie, tout ça, OVH a tout de suite réagi en disant non, attendez, on n'a aucun rapport avec les ENT, l'incendie de Strasbourg ne concernant rien les ENT. OVH, les Russes, il n'a pas attaqué les Russes, les collectivités locales. Non, mais veut dire que politiquement, Blanquer est complètement nul. Il a déjà sur les, comme vous y allez, Jacques, sur les histoires de pandémie, d'écoles qu'il fallait pas fermer, etc. Il s'est planté. Là, il donne des explications absurdes. On dirait qu'il connaît pas ce problème des ENT qui débarquent, puisque en fait, il l'attribue à des attaques étrangères. Non, il faut qu'il analyse le problème. Ce problème, il remonte à loin, et il est vraiment très, très au cœur de la problématique française de centralisation, gestion centralisée de l'éducation nationale et décentralisée, puisque là, ce sont les collectivités, les régions qui sont censées gérer ces ENT, et en fait le problème est l'organisation de tout ça. C'est pas facile, ça a 15 ans déjà la création de ces ENT. Alors l'attaque sur le CNED, peut-être on va en savoir davantage, parce que quand même le CNED a porté plainte contre des actes de cybermalveillance, et donc c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité de ces systèmes d'information, qui va s'emparer de ce sujet. On n'est pas sûr que ça vienne de l'étranger simplement. Non, mais ça peut être tout simplement un afflux de connexions suspects. Vous allez le dire, oui. Enfin, là, de toute façon, il faut éviter ce genre de prise de parole et de bouc émissaire rapide. Il faut plutôt faire son autocritique. Le problème, c'est quoi? C'est les outils? Il faut qu'on change d'outils? Je pense qu'il faut sans doute abandonner les ENT.
pense qu'il faut renoncer à ce système qui ne fonctionne pas. Ça fait des années que ça essaye de se mettre en marche et ça ne marche pas. Et si on ne les abandonne pas et qu'on ne change pas de direction rapidement... Et on va voir qui? On va voir des startups qui savent faire. On va avoir le GAFAM. Ah, on va voir les GAFAM. Donc le GAFAM attend tout simplement que ces ENT soient complètement tombés pour finalement faire comme ce qui s'est passé d'ailleurs en Italie, puisqu'en Italie, il y a exactement le même problème dans les lycées. Le GAFAM a proposé une solution à 0 € pour rentrer dans les lycées là, pendant le confinement, et ils sont rentrés, et maintenant, ça y est, ils sont maîtres. Bon, on a peut-être quelques boîtes européennes qui peuvent faire le job. Hein. Je crois qu'il faut le Fonds et du Capital pourrait vous convaincre. Non, mais il faut surtout qu'on revienne à une solution autour du logiciel libre. Hein. Moi, je suis tout à fait partisan de ça dans l'éducation. On se rappelle quand même que sous le gouvernement Hollande, Najat Vallaud-Belkacem avait signé un accord avec Microsoft, avait jeté l'éducation nationale dans les griffes de Microsoft. Là, il faut qu'on revienne à des solutions du libre qui sont adaptées à chaque fois localement par les établissements. Je ne vais pas vous faire réagir là-dessus parce que sinon on va passer trop de temps sur cette news. On a plein d'autres à traiter. Frédéric Poulmar. Oui, mais vous allez voir, il y en a plein d'autres très importantes. Les banques, par exemple, qui refusent de faciliter l'accès aux comptes bancaires aux acteurs de crypto-actifs. Moi, j'ai découvert cette info grâce à un compte-rendu d'un groupe de travail, une communication de l'Association pour le développement des actifs numériques, l'ADAN. Donc tout le monde a essayé de se mettre autour de la table été 2020 et de travailler ensemble. Et puis visiblement, les banques ont claqué la porte et refusent d'aller plus loin dans le dialogue. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas trouvé de solution collective. Pourquoi ce dialogue est si difficile ? Avant tout, il y a la réglementation qui a été mise en place depuis pas mal d'années sur tout ce qui est lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, qui est hyper contraignante et surtout avec des amendes très très lourdes derrière. Donc c'est vrai qu'ils n'osent pas aujourd'hui, les banques, aller vers quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, des cryptoactifs. On ne sait pas, d'ailleurs ça a mauvaise réputation puisqu'on ne sait pas d'où ça vient, comment c'est financé. Et c'est vrai que ces problématiques-là, plus le fait qu'il n'y ait pas forcément de réglementation très claire sur ces cryptoactifs, fait qu'aujourd'hui, les banques, elles n'osent pas y aller. Pourtant, elles devraient, parce que c'est notamment, on voit avec le nombre de startups qui se créent sur la base de ces cryptoactifs. C'est hyper intéressant et surtout, il faut y aller. Et j'ai une petite anecdote de Thémis Conseil et plus grandement d'ITS Group auquel on appartient, où on a voulu, on a hébergé une start-up qui s'appelle Neurochain, qui travaille sur une plateforme blockchain et IA. Ils ont voulu nous payer en crypto-monnaie l'hébergement. Et c'est vrai que notre directeur financier s'est retrouvé un peu démuni en se disant comment je fais pour accepter des crypto-monnaies. La banque n'en veut pas. Je ne sais pas comment on comptabilise ces crypto-monnaies. Donc c'est vrai que on s'est retrouvé derrière. Nous, on était pour, mais on n'a pas moi, j'ai découvert effectivement que l'accès au compte était interdit ou sévèrement entravé par les banques. Oui, enfin, en tout cas en Europe, c'est interdit. En tout cas en France, je crois qu'il n'y a pas une seule banque française qui autorise effectivement d'accéder à des comptes pour des crypto. Et ils peuvent tenir longtemps parce que quand même la législation justement, elle a évolué là-dessus. Oui, il y a eu des sujets là en fin d'année dernière mais il y a toujours cette problématique de ça coûte très cher de pouvoir tracer des fonds. Déjà quand c'est pas des crypto-monnaies ou des crypto-actifs. Donc aujourd'hui, l'investissement, est-ce qu'il est pérenne et surtout, est-ce qu'on ne va pas aller vers une amende si jamais on finance Daesh ou on finance un autre groupe? Alors, je ne sais pas, moi, on me dit que la blockchain, c'est l'outil magique pour pouvoir tracer, justement. C'est l'outil magique, c'est vrai. Après, aujourd'hui, il y a pas mal d'essais qui sont réalisés dans les banques. Aujourd'hui, on travaille, nos clients, donc grandes banques françaises, avec qui on travaille, commencent à avoir des initiatives sur pas mal de sujets. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore complètement adapté et surtout adopté. Oui, et puis ça va forcément bouger. Alors, on voit les crypto-monnaies, même au niveau national, qui commencent à faire partie de l'actualité. Et puis, il y a ces NFT. Alors, je voulais qu'on revienne dessus. On a fait toute une émission sur la folie des NFT. Elle continue, clairement. Ouais. Donc là, on a une maison virtuelle qui vient d'être vendue plus de 600 000 $ canadiens. Ça fait à peu près 400 000 €. C'est la première vente d'immobilier crypto-actif au monde. Et en échange, l'acheteur a reçu des fichiers 3D, donc de sa Mars House, où il peut éventuellement installer son avatar. On a des images.
c'est pas mal pour 400 000 € quand même, une maison sur Marjac. Alors, bon, virtuel, certes. C'est 400 000 € ou c'est de la crypto-monnaie? Parce qu'il semble que pour acheter ce genre de... Alors effectivement, on a fait la traduction, c'est en token. Hein. Donc c'est encore en Ethereum, je crois qu'elle a été achetée. Oui, je crois que c'était en Ethereum. Après, on fait l'équivalent par rapport au cours actuel. D'accord. Oui, enfin moi en fait, c'est peut-être parce que je deviens vieux, mais là, très franchement, je ne comprends pas bien pourquoi des gens vont dépenser des centaines de milliers d'euros, ou voire des millions d'euros pour acheter un certificat d'œuvre d'art. Alors, je comprends qu'on achète une œuvre d'art authentique. Ça, c'est normal. Hein. Alors, cette maison a été dessinée par l'actrice Krista Kim, donc c'est une œuvre d'art, tout à fait. Oui, c'est une œuvre d'art assez moche d'ailleurs et assez déprimante. Enfin, voilà, ça donne pas envie d'aller habiter, en tout cas sur Mars ni dans cette maison. Mais ce que je comprends, c'est les montants. Je comprends que pour s'amuser, on ait envie d'acheter le premier tweet de Jacques Dorsey. Bon, voilà, c'est historique. Ouais, il dit que c'est le nouveau Mona Lisa quand même, Jacques Dorsey, son tweet. Hein. Voilà, c'est là que je comprends pas. Enfin, là, on est en fait dans une forme de spéculation. Frédéric Poulmar, vous comprenez, vous, peut-être un peu plus. C'est une nouvelle économie, finalement, qui arrive sur le numérique. Moi, je l'ai compris un peu comme hier, par rapport aux montres, par exemple. Moi, je suis assez fan de montres, et c'est vrai que ces montres ont un certificat d'authenticité, et là, ces NFT sont intéressants par rapport à ça. Après, on disait les prix, c'est vrai que c'est spéculatif, mais on voit là, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps, où on voit que ça diminue un peu, ça se stabilise un peu plus. Il y avait la folie là, pendant quelques années, et c'est vrai que ça se stabilise un petit peu plus. Là, on voit que ça descend, après ça va peut-être augmenter, mais ça dépend de ce qu'on propose aussi au public. Il y a effectivement un mouvement spéculatif, mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que c'est le NFT? Tiens, je vais vous laisser rappeler ce que c'est le NFT. Le NFT, en fait, ça veut dire effectivement des tokens non fongibles, c'est-à-dire contrairement au Bitcoin, etc., c'est des choses qu'on ne peut pas partager, on ne peut pas diviser. Donc c'est vraiment pas comme un acte interchangeable, pas interchangeable. Voilà. Vous avez, par exemple, vous achetez la Joconde, le NFT de la Joconde, c'est à vous. Il est cette œuvre donc unique et du coup il y en a qu'une seule est à vous, et c'est ça un petit peu le NFT, le but. Et c'est, par exemple, on voit un petit peu peut-être plus on voit des vidéos, par exemple, des NBA qui sont mis en vente effectivement en NFT. On voit, donc, je parlais des montres. Il y a pas mal d'autres. Ça se lance. Il y a beaucoup d'actualités en ce moment. Oui, ça met un peu la lumière sur une nouvelle économie possible dans le monde numérique où la rareté a à nouveau sa place et où l'art peut s'échanger comme dans la vie physique finalement. Oui, c'est ça, finalement, c'est ce que vous disiez exactement pour les montres, c'est un certificat d'authenticité, oui, hein, et qui, du coup, donne une valeur à un objet d'art ou un objet de collection. Bon, maintenant, c'est les prix, moi, qui là, je suis d'accord qu'il y a un emballement un peu... de toute réalité. Donc, alors, c'est peut-être parce que c'est le début, voilà, mais autrement, c'est incompréhensible. Alors, il y a un autre début qui nous intéresse, c'est le lancement de Brutix. Je ne sais pas si on doit le prononcer comme ça, mais enfin bon, c'est le site de vidéo d'actu français Brut qui lance un service de vidéo à la demande illimité par abonnement. Ça nous rappelle évidemment le modèle que tout le monde connaît, celui de Netflix. Là, le prix est quand même super intéressant. Hein. On est à 4,99 € par mois. Alors, pour une seule connexion simultanée, c'est pas forcément ce qu'on fait avec son abonnement Netflix. Et une valeur éditoriale aussi qui veut être un peu spécifique, qui s'adresse à la génération 18-34 ans avec les valeurs de Brut. Est-ce qu'un Français arrivant aujourd'hui, on pourrait presque dire tardivement, peut se faire encore une place sur ce marché? Jacques. Dans les médias, on peut toujours se faire une place sur un marché si on a quelque chose de nouveau à apporter, un service de nouveau à apporter. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je souhaite bonne chance d'abord à Brutix, parce que quand on lit, alors c'est pas du tout un Brut de Film X, hein, il faut quand même savoir, parce qu'il y a quelques journaux dont Ouest France qui publiaient l'info hier en disant Brutix, et puis alors il y avait une photo d'actrice un peu dénudée. Donc oui, mais alors parce qu'ils lancent le service avec leur première
série, c'est une... D'ailleurs, j'ai oublié le nom, pardon, mais enfin, c'est une vidéo sur les transgenres, je crois. Hein. Oui, d'accord. Oui, enfin, c'est Bon, pas grand-chose à voir avec c'est assez donné avec le dossier de presse, à mon avis. Mais voilà. Donc bonne chance déjà. Je pense que la promesse est formidable, hein, c'est-à-dire des documentaires qui sont décalés, qui sont engagés, qui s'adressent aux jeunes. Donc voilà, on se dit que ça peut donner aussi leur chance à des jeunes réalisateurs qui vont produire des séries intéressantes. Bon, j'ai immédiatement dit à ma fille, moi, vas-y, Généno, on me souffle à l'oreille. Vénéno, le nom de la série. Voilà. Branche-toi tout de suite sur Brutix pour aller vendre tes projets. Donc non, ça donne un petit souffle d'air frais, c'est génial, bravo à eux. Juste un mot peut-être, Frédéric, oui, le défi de la fidélisation. Oui, c'est ça. Nous, on est effectivement... L'acquisition de nouveaux clients et surtout la fidélisation, parce que pour travailler avec un géant de la VOD aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est difficile, c'est de fidéliser. On arrive toujours à faire des offres pour acquérir un mois gratuit ou ce genre de promotion-là. Mais c'est vrai que comment on fait pour fidéliser ces personnes qui, en fait, finalement, font le mois et puis après, ils se désabonnent. Ils font la même chose sur d'autres plateformes. Alors, leur atout, là, ils disent on va produire. Ça va être nos prods. D'abord, capter des gens avec un concept, je dirais, qui est différent de celui des géants comme Netflix. Et ensuite, effectivement, fidéliser. Mais le problème, c'est la même chose pour les journaux, les sites d'information par abonnement. Bon. Les gens s'abonnent à un site et pas à deux, pas à trois. Donc, c'est compliqué d'arriver sur un marché. Eh ben, on leur souhaite effectivement bonne chance à Brutix. Juste après la pause, c'est le moment de la grande interview. Merci beaucoup, messieurs. Jacques Rosselin, entrepreneur, directeur de l'EFJ, et Frédéric Poulmard, directeur de la Practice Bank de Thémis Conseil. Merci. Allez, à tout de suite, Taï Chris. Bonjour Taï Chris, merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis d'avoir un sportif de l'extrême avec nous. Je suis vraiment ravi d'être là, merci de m'inviter. On va revoir vos images. Ok. Un moment énorme. Un moment énorme. Alors là, on voit juste le saut, mais il y avait la préparation, il y avait le moment avant de me lancer où j'étais à 40 mètres sur cette nacelle qui tanguait avec le vent. C'était dommage le freinage, donc on voit comme quand je tombe dans les matelas à la fin. Mais en tout cas, c'était un moment incroyable, sûrement un des moments les plus forts de ma vie. On a coupé un peu, j'avoue, parce qu'on voudrait garder du temps pour votre interview. C'est gentil. Alors, aujourd'hui, vous êtes double entrepreneur, président de On-Off Télécom et d'un tout nouveau réseau social Albums. Il vient de sortir, on en a parlé d'ailleurs dans notre débrief la semaine dernière. On va peut-être commencer par là. Présentez-nous ce nouveau projet. En fait, c'est très simple, c'est que je suis parti d'un constat, j'ai réalisé qu'on a tous des milliers de photos et vidéos qui dorment dans nos téléphones. Il n'y a pas vraiment de réseaux sociaux, en tout cas d'applications, qui nous permettent de manager, sécuriser et partager nos photos comme il faut. Aujourd'hui... Donc un logiciel de gestion de photos. Voilà, de gestion et vraiment de le partager à ses amis, à sa famille. Parce qu'aujourd'hui, les milliers de photos qu'on a sur nos téléphones, on ne veut pas spécialement les mettre sur Instagram ou sur Facebook parce que ce sont des photos un peu trop privées. Ce qu'on met sur Instagram, c'est, on va dire, la représentation publique de la vie des gens. Vous voyez, on a tous une vie réelle et une vie vitrine sur Instagram. Et aujourd'hui, les photos privées, on les envoie globalement dans des groupes WhatsApp ou dans des conversations WhatsApp. C'est comme ça quasiment que tout le monde fait. Et donc l'idée, c'était de faire finalement le WhatsApp de la photo, tout simplement, c'est-à-dire de faire une application où on peut se créer des albums collaboratifs entre amis. Donc vous faites. Et donc c'est vraiment une boîte tech, ça veut dire qu'il faut créer un socle logiciel puissant, sécurisé. Il a fallu recruter des talents. Hyper compliqué. En fait, dès qu'on s'attaque à de la photo et à la vidéo, tout de suite, les utilisateurs nous comparent aux plus gros. Donc, en termes d'expérience utilisateur, il faut que ça marche. Il faut avoir une interface de dingue. Une interface de dingue. Et finalement, il y a tellement de petites fonctionnalités dans ce genre d'application comme Instagram que les utilisateurs ont pris l'habitude d'avoir. Si on n'arrive pas avec le même niveau de user experience, voilà, on n'y arrive pas. Et donc, ça coûte vraiment des millions d'euros à fabriquer. Ça prend des années. Alors là, on est au début de cette aventure, mais on est déjà un peu moins de 20 personnes qui travaillent dessus et ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus. J'ai pivoté tellement de fois, mais ce qui est génial, c'est que enfin,
On peut se faire un album pour ses parents, un autre album pour ses collègues, un autre album quand on part, je sais pas, à la montagne avec des potes, un autre album pour sa copine ou son copain. Et on donne des accès différents à chaque personne. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de donner le même type d'accès à ses parents, sa copine, son copain, ses potes. Et comme ça, on peut pas besoin d'avoir plusieurs comptes. Il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs comptes Instagram, justement parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir finalement le même type d'accès à tout le monde. Donc là, c'est pratique, c'est par album. On se fait autant d'albums. Mais là, vous attaquez à la fois, vous citez les réseaux sociaux qu'on connaît, WhatsApp, Instagram, mais vous attaquez aussi Google Photos. Enfin, je veux dire, voilà, Google pas Photos, des petits acteurs quand même. C'est clair. Google Photos, on va dire, ça va être notre plus grand concurrent parce que. Comment vous allez faire pour attirer des utilisateurs? Alors, en fait, leur dire, allez hop, migrez tout chez moi. La réalité, alors déjà, on a un avantage énorme par rapport aux autres, c'est que nous, on essaye de faire, en tout cas, on a démarré un processus de sécurité bien plus élaboré que tous les autres, avec un système de validation auprès de l'ANSSI qui prendra 8 mois avec du end-to-end encrypted, là où les Google Photos et tous les autres sont en train d'analyser vos photos et vidéos finalement pour vous vendre de la pub, en tout cas surtout Instagram, Facebook, etc. Donc nous, on a cet avantage. Mais finalement, au-delà de ça, si on réalise bien, il n'y a aucune application qui est devenue leader sur le management photo et vidéo. Si vous allez dans la rue et vous demandez aux gens quelle est l'application, je ne sais pas, pour avoir un taxi, tout le monde va vous dire Uber. Mais si vous demandez quelle est l'application vraiment qui vous permet de sécuriser et envoyer vos milliers de photos, les gens ne vont pas vous dire Google Photos. Donc, ils ne sont pas devenus encore une référence. Donc, vous attaquez les GAFAM par deux biais, en fait. D'abord, sur l'argument de la souveraineté, de la confidentialité, et puis sur le fait que finalement, ils n'ont pas occupé toutes les places encore. Ils n'ont pas réussi à devenir leader là-dessus. Et je pense que c'est parce que, en termes d'expérience utilisateur, la magie n'a pas été vraiment trouvée. C'est très difficile de s'attaquer à un produit qui a réussi le challenge à devenir le leader dans ce mode de parole. En tout cas, sur les photos privées entre amis, personne n'a trouvé. Et donc, moi, j'essaye d'avoir la meilleure application de user experience. Un défi encore extrême, Taïtrice. Alors, vous siégez au board de France Digital. Ouais, j'ai la chance de... Donc, vous voyez quelle est cette complexité aujourd'hui pour faire émerger des champions français dans le numérique. Non seulement c'est compliqué, mais en plus, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé Album, c'est que j'étais frustré de voir que tous nos datas étaient en quelque sorte contrôlés par des boîtes américaines, ou sinon c'est russe et chinois, mais finalement le marché russe c'est plus pour le marché russe, je veux dire les applications russes c'est plus pour le marché russe, et la même chose pour la Chine. Et donc de voir que la France et l'Europe a complètement loupé le train, et que les investisseurs, que les gouvernements n'ont pas réagi par rapport à ça. Même quand il y a de belles pépites en France, on leur donne pas suffisamment les moyens, et du coup elles se font racheter. On voit le cas de Zenly, moi je connais les fondateurs, c'est génial pour eux. Ils ont créé une super boîte qui s'est fait racheter, je crois, 200 ou 250 millions, je connais pas le prix exact, par Snapchat, mais n'empêche que si... Est-ce qu'on laisse faire, ou est-ce que juste on n'a pas les moyens? On a carrément les moyens. C'est qu'en fait, je pense que nos politiques et les investisseurs n'ont pas compris l'enjeu. Aujourd'hui, créer un réseau social, maîtriser la data du monde dans un pays, c'est presque une arme politique. On a vu ce qui s'est passé avec Twitter et Facebook. Ils ont supprimé la voix d'un président en exercice. Ouais. Je suis pas du tout pro-Trump, mais c'est quand même délirant qu'une boîte privée ait le pouvoir de supprimer la voix d'un président en exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux prochaines élections françaises, si les GAFA n'aiment pas un de nos candidats, en un claquement de doigts, ils vont le supprimer. Et là, elle a eu lieu, cette prise de conscience politique. Aujourd'hui, on entend le mot souveraineté numérique. Alors, tout le temps. Bien sûr, mais malheureusement, on le voit souvent sur les investisseurs, ils nous disent « Oui, non, mais nous aussi, on a l'ambition, nous aussi, on veut créer des géants, mais au moment où il faut faire le chèque, ah ben là, il n'y a plus personne. » C'est ça le problème. Ouais. C'est-à-dire que c'est un problème de goût du risque. Oui, et presque de mentalité. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Par exemple, il y a un nouveau réseau social qui vient d'émerger et qui fait un carton en ce moment qui s'appelle Clubhouse. Oui. Voilà. Clubhouse, ils n'ont même pas de version Android. Ils n'ont quasiment pas de site internet. Ils font encore 0 €. Et pourtant, ils ont déjà levé 100 millions d'euros et ont été valorisés à 1 milliard.
Si Clubhouse avait été fait par une boîte française, ils auraient sûrement levé beaucoup d'argent, mais pas du tout dans ce niveau, parce que les investisseurs leur auraient dit, bah, écoutez, trouvez déjà un business model, passez 2-3 ans à prouver que vous pouvez gagner de l'argent et ce genre de choses. Oui, puis il y a une peur de l'échec peut-être. Hein. Voilà, c'est vraiment une mentalité différente, mais ça va changer. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont envie de changer, mais moi, je tape du poing sur la table en me disant, ça suffit. Il faut vraiment accélérer, donner la chance aux entrepreneurs français. Et alors moi, je mets ma première pierre à l'édifice. J'ai pas la prétention de dire c'est moi qui vais créer le réseau social de demain, mais en moins, j'essaye et ça va peut-être lancer la dynamique et permettre à d'autres d'y arriver. Comme Brut qui lance son service de SVOD. Exactement. Ouais. Alors, vous tenez ça d'où? Vous avez appris ça où? Parce que j'ai découvert que vous n'aviez pas un seul jour de scolarité à votre actif. Exactement, jamais été à l'école. Jamais mis un pied à l'école, même pas suivi aucun cursus scolaire. Vraiment aucun. En fait, mes parents sont artistes et ils ont eu une façon assez folle de voir la vie, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, ce qui est important pour nous, c'est que notre fils fasse avant tout ce qu'il aime. Et à partir du moment où il fait ce qu'il aime, il réussira dans la vie. Et donc, voilà, j'ai touché à tout. J'étais magicien professionnel, j'ai fait du dessin, du piano. On vous voit là, tout jeune. Ah voilà, en roller. J'ai commencé à l'âge de 5 ans au Trocadéro avec mon frère, on faisait du roller. Et petit à petit, en grandissant, je me suis dit, j'ai envie que ça soit mon métier. Et finalement, vu que j'ai rien appris d'une façon scolaire, je suis devenu un ultra débrouillard, un autodidacte. Et finalement, être entrepreneur, c'est être débrouillard. Oui, encore plus aujourd'hui, c'est encore plus nécessaire. Donc là, vous êtes à la présidence de 2 entreprises en même temps, c'est pas classique non plus. Non, c'est pas classique. Ça a été difficile même de le faire accepter par mes investisseurs. C'est logique, parce que ils ont investi. J'ai levé 20 millions d'euros sur ma première boîte qui est On-Off. Juste pour rappel, On-Off, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une application qui permet d'avoir un deuxième numéro en un clic sur son portable. Donc, vous voulez un numéro professionnel, un numéro de mobile pour vendre votre voiture sur le Bon Coin, vous téléchargez l'application On-Off et en un clic, vous avez un numéro. Donc voilà, on avait levé 20 millions, donc c'était très compliqué de convaincre mes investisseurs de me laisser lancer une deuxième boîte en parallèle et d'être le président des deux. Mais finalement, les 2 projets sont géniaux. Les investisseurs sont dans les 2 boîtes, donc tout va bien. Ils ont vu que vous n'étiez pas ordinaire non plus. Exactement. Et alors, question que je pourrais peut-être vous a posé un des investisseurs, mais est-ce qu'il ne faut pas justement à un moment lâcher le manche, mettre quelqu'un d'autre à la place parce que sa boîte grandit et que... Bien sûr, sûrement. On n'est pas obligé de rester président. Bien sûr, bien sûr. En fait, de toutes les façons, moi, je suis moins bon en gestion. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont experts, même ça les passionne, d'être le président, directeur général d'une boîte de, je sais pas, 200 personnes ou 500 personnes et de manager tout le monde, etc. Moi, c'est quelque chose qui me passionne un peu moins. Je suis plus un créateur de projets. Je sors les projets de terre. Je suis plus quelqu'un de vision. Mais là, On-Off, typiquement, est en train de devenir une grande structure. C'est en train. Alors, on est encore en transition. Poser cette question de la gouvernance. Non, pas encore. Je pense que je suis encore là pendant quelques années, mais je me suis j'ai beaucoup de collaborateurs maintenant. On est 60 dans On-Off, et donc j'ai maintenant un DG qui m'aide à gérer le quotidien énormément. Et là, on est en train de discuter de potentiel énorme levée de fonds. Et donc, si on y arrive, peut-être la boîte va passer de 60 personnes à 200 ou 300. Les ambitions sont internationales pour On-Off? Ah, bien sûr, bien sûr. On est déjà de toute façon vendu dans tous les pays. Ce qui est super, c'est qu'enfin, on a atteint la rentabilité l'année dernière et on arrive à doubler le chiffre d'affaires quasiment chaque année. On a fait 10 millions l'année dernière, on devrait en faire 20 cette année. Et surtout, on s'est attaqué maintenant dans le B2B. On a une offre pour les entreprises qui permet de manager des flottes de numéros pour les salariés. Donc, vous voulez donner des numéros, pas besoin de donner un téléphone physique et payer la carte SIM. En un clic, vous ajoutez 100 numéros à vos collaborateurs et vous leur donnez... Non, des numéros virtuels. Exactement. Non, c'était super. Super idée. Et comment vous choisissez vos projets? Parce que comment on passe de triple champion du monde de roller sur rampe à On-Off, les télécoms, à ensuite un réseau social? Alors, je vais vous dire, moi, je suis finalement... beaucoup de gens me voyaient en tant que sportif, mais je suis plus un challenger, un rêveur. Je suis quelqu'un qui rêve de plein de choses et je vois cette étoile au loin du rêve impossible à réaliser et après je me bats comme un diable pour le monter. Et donc j'aime sortir de ma zone de confort. J'ai pas envie d'avoir l'étiquette d'entrepreneur ou de sportif toute ma vie. J'ai eu même des projets artistiques. J'ai même commencé à écrire, je sais pas, un long métrage que j'avais essayé de monter à Hollywood. Finalement, qui s'est pas fait. Mais donc peut-être un jour. Visé Hollywood. Non, mais évidemment. Oui, autant voir les choses en grand. C'est pas de la prétention, c'est juste de l'ambition, quoi. Et donc,
voilà, j'ai plein de projets comme ça, mais je pense que au contraire, il faut sortir de sa zone de confort. Et j'encourage les gens à essayer plein de choses. Et de toutes les façons, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on va pas avoir le même métier toute notre vie. Nos parents faisaient des études pour avoir un métier dans une vie. Maintenant, les jeunes, ils savent très bien que le monde va tellement vite, ils sont obligés d'être suffisamment autodidactes pour apprendre différents métiers dans une vie. Donc voilà, je les encourage à le faire. Bon, et alors vous leur donnez quelques conseils à ces jeunes qui veulent se lancer, qui n'ont pas forcément un goût très prononcé pour les études, par exemple, mais qui ont des idées et de l'énergie pour entreprendre? Bah ouais, en fait, en tout cas, je me suis vraiment rendu compte au fur et à mesure de ma vie qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu plus doués que d'autres, mais finalement, moi, je faisais pas partie des plus doués, mais je faisais partie des plus passionnés et des plus travailleurs. Et je me suis rendu compte que la passion et le travail est un talisman pour la vie imbattable. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, quand vous êtes passionné, vous embarquez avec vous plein de gens dans ma boîte. Vu que les fonds d'investissement au début voulaient pas investir parce qu'ils n'y croyaient pas que le rollerman pouvait arriver à créer une boîte dans les télécoms, bah, j'ai convaincu finalement 130 amis, un par un, qui m'ont donné 10 millions d'euros, qui m'ont permis de démarrer. Finalement, dans ma carrière de sportif, j'ai convaincu le gouvernement français à me prêter la Tour Eiffel. Et finalement, tout ce que j'ai pu faire par rapport à ça, c'est l'excès de passion. J'ai mis les gens à bord de mon train, vous voyez. Et après, il faut pas se voiler la face. C'est le travail acharné pour devenir expert. Quand je me suis lancé dans ma boîte de télécom, j'étais obligé de devenir expert télécom pour gérer les équipes, pour inventer des brevets, pour comprendre, pour pas planter la boîte. J'étais face au mur. Donc le message à leur dire, c'est osez voir les choses en grand, voyez donc les choses en grand, travaillez comme des dingues, soyez passionnés et aidez-nous à changer le monde dans le bon sens, quoi. On va passer au moment de la fin de cette grande interview. C'est une interview express. Je vous lance sur un mot et vous me répondez spontanément, assez rapidement. Ok, allez, c'est parti. Vos rêves, Taïk Chris? Alors mes rêves, j'en ai plein, mais je dirais espace, ça fait partie espace et école. Finalement, j'ai envie de créer une école pour les enfants, pour transmettre un peu ce que j'ai appris, et j'aimerais bien aller un jour dans l'espace. Vos peurs? J'en ai pas. En fait, je sais que la peur est réelle, que je veux dire que l'échec est réel. On peut tous rater, on peut se casser les bras, les jambes, on peut mourir, on peut perdre sa boîte. Donc l'échec, c'est quelque chose de réel, mais la peur est subjective. Donc je me casse pas la tête avec la peur. Je sais que ça peut arriver. Je me concentre juste à faire le maximum de choses tous les jours. Donc j'ai la chance de finalement jamais me stresser avec la peur. J'avance, voilà. On a peur, mais on avance. Vos interrogations? Constant, c'est-à-dire que j'ai à la fois beaucoup de certitudes et à la fois je challenge ma vision constamment parce que je me sens jamais arrivé. Et c'est grâce à ça, toutes les phases que j'ai fait, c'est des pages que je tourne. Et donc, voilà, constamment, j'essaye d'affiner le tir et mieux comprendre pour arriver à mon but. Est-ce que vous avez une idée fixe? Ah oui, alors là, dès que j'ai un projet en tête, je n'ai que ça, nuit et jour. J'en rêve la nuit. Bah, cette nuit, j'ai encore rêvé, vous voyez, cette nuit, j'ai encore rêvé d'albums et un offre, comment je négocie avec des investisseurs. Vous voyez, cette nuit, j'ai rêvé de ça. Et le futur, vous l'imaginez comment? Alors, le futur, de la façon où je fonctionne, c'est à la fois le mélange de l'idée fixe et du futur, c'est-à-dire que j'ai cette étoile que je vois au loin et je l'imagine toujours positivement. Je n'imagine jamais les problèmes, j'imagine toujours la positivité. Donc, ce réseau social va devenir grand, que je ferai mes projets, etc. Et donc, ça me permet de jamais être découragé, jamais être déprimé, parce que je vois que la positivité, le verre toujours à moitié plein. Et dans 5 ans, vous serez où, Taïk Chris? Bah, j'espère que j'aurai réalisé pas mal de rêves, que j'aurai des enfants, que j'aurai fait cette école, que j'aurai peut-être fait mon film, que j'aurai peut-être réalisé ce réseau social, voilà, et que j'aurai transmis en tout cas la passion d'aller de l'avant à plein de gens. Super, on vous le souhaite aussi. Merci beaucoup, Taïk Chris, président de On-Off Télécom, fondateur du réseau social Albums, on le prononce à l'anglaise. Vous restez avec moi. Alors à suivre, c'est notre rendez-vous dans l'espace, mais en l'absence, je veux dire en l'espace, en l'absence de Cécilia Sévry. On va réécouter sa chronique sur le signal WOW.
Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez donc revenir sur une histoire bien mystérieuse. Oui, aujourd'hui, je vous parle du signal WOW. Et je vous parle de ça parce qu'un astronome amateur a ravivé ce mystère vieux de 40 ans. Il aurait peut-être découvert son origine. Alors, on rappelle ce que c'est ce signal WOW. Oui, alors, en 1977, le radiotélescope de l'Ohio, de l'Université de l'Ohio aux États-Unis, qu'on appelle Big Air et qui depuis a été démantelé, a enregistré un puissant signal de 72 secondes. Mais on ignore son origine précise. Les antennes, elles, pointaient sur une zone en particulier dans l'espace. C'est la constellation du Sagittaire, qui est une zone immense, évidemment. Mais plus de 40 ans ont passé et personne n'a encore réussi aujourd'hui, ou peut-être à identifier la source de ce signal, ce qui laisse donc la place à la plus folle des hypothèses. Il aurait été émis par une intelligence extraterrestre. Pourtant, que ce soit dans cette région du ciel ou ailleurs, on n'a plus jamais reçu de signal similaire. Qu'est-ce qui captive autant dans cette histoire ? Alors, il y a 3 éléments qui font de ce signal quelque chose de vraiment passionnant. D'abord, le plus surprenant, c'est son intensité. Le pic enregistré est 30 fois plus intense que le bruit de fond de l'univers. C'est le signal le plus puissant jamais enregistré. C'est ce qu'on voit sur le fameux bout de papier qui lui doit son nom, que vous allez voir à l'écran. Pour nous, le commun des mortels, difficile de réaliser l'ampleur de ces données qu'on voit s'afficher. Alors, je vais vous aider un petit peu. En fait, le signal capté, il a été traduit en chiffres et en lettres pour être lu. L'intensité varie de 1 à 9 et au-delà de 9, on utilise un code alphabétique. C'est très rare qu'on le fasse. A vaut 10 et ainsi de suite. Et dans ce signal-là, on a une donnée qui est allée jusqu'à U, c'est-à-dire jusqu'à 30, ce qui est énorme. Évidemment, c'est la valeur la plus haute jamais enregistrée. Alors, quand un jeune stagiaire du programme a analysé les résultats, il a donc entouré ces résultats en rouge et a fait une annotation WOW avec un point d'exclamation, ce qui a donné son nom à ce signal. Et on va continuer donc avec un deuxième élément qui fait de ce signal un signe exceptionnel, c'est sa bande fréquence. Sans entrer dans les détails, le signal figure sur une bande très précise, elle fait moins de 10 kHz. Et en fait, on ne connaît aucun phénomène naturel aujourd'hui capable d'émettre sur une bande si étroite de fréquence. Tous les signaux émis par les corps célestes, que ce soit des étoiles, des pulsars, des planètes, émettent sur de nombreuses fréquences à la fois. Alors la conclusion, c'est que ce signal, il ne peut être émis que artificiellement et donc par une civilisation technologique éventuellement. Alors, vous avez quand même dit au départ qu'il y avait 3 éléments qui venaient appuyer le fait que c'était un événement et une découverte. Quel est le 3e ? Je vous garde le dernier pour la fin parce que c'est le plus intéressant, effectivement. Le signal a été émis précisément à une fréquence de 1420,4556 MHz. Alors ça ne vous dit rien, mais la fréquence, c'est le plus important dans l'histoire parce que pour les scientifiques, ce chiffre est précisément connu. En fait, c'est exactement sur cette fréquence-là que les chercheurs s'attendaient à recevoir un message de la part d'une intelligence extraterrestre, si elle existe. Pourquoi ? Parce que cette fréquence, elle est extrêmement proche de la fréquence à laquelle un atome d'hydrogène émet des radiations. Autrement dit, n'importe quel scientifique la connaît aujourd'hui, cette fréquence. Alors, si une intelligence extraterrestre voulait entrer en contact, on imagine forcément qu'elle utiliserait un langage universel, un langage qui va de pair avec un tel niveau de technologie. Delphine, c'est donc le langage de la physique. Et en plus d'être compréhensible, cette fréquence facilite la propagation du message dans l'espace parce qu'elle peut transformer de nombreux nuages de poussière interstellaires. Et on a essayé d'y répondre à ce signal. On a essayé d'y répondre, mais seulement en 2012, pour le 35e anniversaire du signal. On a envoyé une réponse depuis le radiotélescope d'Arecibo, qui vient tout juste d'ailleurs de s'effondrer, vous l'avez peut-être vu. Une réponse au nom de l'humanité tout entière, qui contient non pas les secrets de notre histoire, mais en réalité 10 000 messages Twitter. On l'a envoyé dans la même direction d'où provenait ce signal, la constellation du Sagittaire, pour augmenter les chances d'être lus. Les vidéos et les tweets ont été accompagnés d'une séquence mathématique dans l'idée que le destinataire pourra comprendre que ce message est intentionnel et qu'il provient bien d'une autre forme de vie, intelligence. Mais on n'a jamais eu de réponse et on n'a jamais plus capté de signal depuis. Alors, on va revenir donc à aujourd'hui et cet astronome amateur qui serait remonté, lui, à l'origine de ce signal. Comment a-t-il procédé ? Alors, en fait, il s'est aidé de données qu'on n'avait pas
à l'époque, c'est celle du satellite Gaïa. C'est un satellite envoyé dans l'espace par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, destiné à cartographier précisément les étoiles de notre univers. La base de données a été rendue publique et elle recense déjà des dizaines de milliers d'étoiles. Une en particulier a retenu l'attention de cet astronome qui a repris les recherches précisément dans la constellation du Sagittaire. Cette étoile, c'est une sorte de sosie de notre Soleil en fait. Elle présente la même température, le même rayon et la même luminosité que notre étoile. Alors l'hypothèse de cet astronome, c'est que si cette étoile ressemble à la nôtre, son système stellaire ressemblerait au nôtre et comme notre système solaire, il pourrait contenir une planète qui, elle, pourrait abriter la vie et donc une civilisation intelligente, pourquoi pas. Alors avec cette hypothèse, le débat a été relancé et tout le monde s'est intéressé au sujet. Résultat, en réalité, cette hypothèse ne prouve absolument rien. Parce qu'on ne peut pas vérifier, évidemment, que oui, la vie s'est bien développée là-bas. Et surtout, on ne peut pas diriger la source du signal. Mais il y a une autre piste aussi qui est intéressante à citer. Il y a 3 ans, on a crié à la fin du mystère du signal WOW. Un chercheur réputé a affirmé que ce signal provenait en réalité d'une comète. Une comète entourée d'un nuage d'hydrogène de plusieurs millions de kilomètres de diamètre. Et effectivement, une comète est bien passée proche de la Terre en 1977. Mais les preuves, en réalité, ne collent pas. Pour n'en citer qu'une, 2 faisceaux de radio étaient à l'écoute de l'espace à ce moment-là. Or, seulement un a capté ce signal. S'il avait bien s'agi du passage de la comète, les 2 faisceaux radio auraient donc capté ce signal. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on n'a toujours pas, malgré nos moyens techniques, malgré nos technologies développées, pu résoudre ce fameux mystère du signal WOW. Alors, avant de conclure, est-ce qu'on peut l'écouter, ce beau signal WOW ? On peut l'écouter parce que figurez-vous que pas mal d'astronomes amateurs ont réussi à le recomposer grâce aux données. Donc, on va l'écouter tout de suite. Absolument magnifique. C'est beau. On y est. Vous nous faites voyager. On voyage très loin aujourd'hui. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Je vous laisse changer de plateau pour aller nous présenter le Lab Startup. On va découvrir 4 nouvelles jeunes pousses. Et voilà, c'était la chronique spatiale de Smartech sur le signal WOW. T'as écrit un commentaire ? Ah non, mais ça fait rêver. Et le son, il est incroyable. Il est vraiment hyper beau, mais c'est clair que ça fait rêver. J'ai toujours été passionné d'espace. Déjà, de pouvoir un jour peut-être avoir la chance d'y aller et de voir la Terre ronde. Et ça m'a rappelé, en voyant ça, un film qui s'appelle Contact avec Judith Foster, qui est assez magique. Conseil cinématographique pour le week-end. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Ty Chris, président de On-Off Télécom et fondateur du nouveau réseau social Albums. On se retrouve lundi. Excellent week-end.